plaisir d'accueillir aujourd'hui le professeur Deepak Lal de l'Université de Californie à Los Angeles, qui vient juste de publier un nouveau livre s'intitulant Reviving the Invisible Hand, Raviver la main invisible. Et il va traiter de mondialisation et de pauvreté. Merci. La période actuelle de mondialisation constitue le deuxième épisode durant lequel la pauvreté recule réellement autour du monde. Le premier épisode date du 19e siècle, à l'époque de l'Empire britannique, quand toutes les parties du globe étaient virtuellement connectées les unes aux autres. Durant cette première période, le rôle des pays en développement était essentiellement celui de fournisseurs de matières premières. Les pays africains connaissaient pour la première fois la croissance économique. Pourquoi ? Parce que les plantations étaient introduites, par exemple, en grande partie du fait d'entrepreneurs privés. Au Ghana, l'illustration parfaite était la noix de coco, par exemple. Mais cette période s'est arrêtée avec la Première Guerre mondiale, avec la montée de régimes antilibéraux et d'une économie collectiviste qui a donc entraîné un déclin de la croissance dans les pays en voie de développement. Un nouveau changement est apparu au début des années 80, donc 50 ans plus tard, plus de 50 ans plus tard, en Chine notamment, avec la libéralisation de Deng Xiaoping, et en Inde au début des années 90. C'est une période durant laquelle la plupart des restrictions au commerce ont été enfin écartées. Cela concernait beaucoup de pays en Amérique latine et même en Afrique. Pour la première fois, ces pays s'éloignaient de la planification pour aller vers le marché. Les effets de ces réformes pour les pauvres ont été phénoménaux en Asie. En Chine, en Inde ou ailleurs en Asie, la pauvreté recule à un rythme très rapide. D'ici à une génération, il est possible que le niveau de pauvreté soit celui des pays industrialisés aujourd'hui. Malheureusement, ceci n'est pas vrai pour une grande partie de l'Afrique. Il y a des régions d'Afrique qui sont très dynamiques et qui ont saisi les opportunités de la mondialisation, comme le Botswana, peut-être même le Ghana, ou l'Ouganda. Il est intéressant de noter qu'il y a une triple division du travail dans le monde en ce moment. Dans la mondialisation du 19e siècle, le tiers-monde exportait des marchandises du secteur primaire et le Nord se spécialisait dans la manufacture, le secteur secondaire. Aujourd'hui, la division du travail est triple, avec la Chine et l'Inde qui sont les industries manufacturières, grâce à une main-d'œuvre semi-qualifiée abondante. Elles importent leurs matières premières d'Amérique latine ou d'Afrique. Et ces deux continents jouent donc le même rôle qu'au 19e siècle, mais en fournissant désormais ces nouvelles économies asiatiques à croissance rapide. Le vieux Nord est devenu la tête, en quelque sorte, et le reste du monde est devenu le corps, si vous voulez. Le vieux Nord, le vieil Occident, est donc une sorte de centre de design dans les secteurs des loisirs, de la mode, des affaires, de la recherche et du développement, etc. Pourquoi ? Parce que tout le capital humain très qualifié s'y trouve. L'Occident est très intensif en capital humain. Une des choses fascinantes dans cette nouvelle ère d'industrialisation, avec la croissance de l'Inde et de la Chine, est que, où que les idées soient produites, une fois mondialisées, il est difficile de poser un monopole dessus. Et avec la mondialisation, les nouvelles technologies de communication, une fois que les idées sont produites, elles ont tendance à se diffuser très rapidement au reste du monde. Et il y a donc une nouvelle diffusion des technologies. Malheureusement, l'Afrique en grande partie ne participe pas à ce processus, et la raison principale est qu'en Afrique, on trouve des États prédateurs qui sont plus intéressés à piller les ressources dont ils ont hérité plutôt que d'en créer. Regardez le cas du Zimbabwe, où je travaillais au début des années 80, par exemple, et qui était le grenier à blé de l'Afrique australe à l'époque. Regardez ce qui lui est arrivé, un homme avec sa cupidité, ses armées de voyous,
qui a pris le pouvoir et qui a ruiné le pays. Bon, on peut relater encore beaucoup d'histoires comme celle-ci. Mais de notre côté, il y a des pays où les choses ont vraiment changé, comme en Ouganda ou au Ghana. Il y a donc véritablement un mouvement vers le changement. J'ai espoir que les gens pourront se débarrasser de ces régimes prédateurs et trouveront un moyen de maintenir l'ordre et la stabilité. Ils pourront alors voir que les vastes ressources naturelles de l'Afrique peuvent être en fait utilisées pour accroître la prospérité, comme c'était le cas d'une certaine manière au XIXe siècle. Et il n'y a pas de raison que l'Afrique ne suive pas le chemin d'Asie, selon moi. Merci beaucoup.